bienvenue dans cette nouvelle édition des jeudis de la FGC. Pour commencer, permettez-moi d'avoir une pensée pour Jocelyne Jacob, hein, qui, comme vous savez, nous a quittés il y a une dizaine de jours et qui a été longtemps un peu la bonne fée de la FGC, qui a personnifié notre association pendant très longtemps. Et donc, on pense beaucoup à elle et à sa famille en ces moments. Et aujourd'hui, donc, on est sur un sujet assez insolite, on va dire, qui est le déplacement d'un monument, donc sur une quarantaine de mètres, je crois. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, pour ceux qui étaient au colloque Le Pont, on a eu l'occasion de voir une assez courte présentation. Et comme ça nous avait beaucoup intéressé, et à la fois sur le côté spectaculaire, mais également sur le côté technique, puisque c'est quand même une opération, vous allez le voir, assez complexe. On s'est dit que ça valait le coup d'organiser un webinaire et donner un petit peu plus de temps à Vincent Giraud et ses collaborateurs pour présenter cette opération un peu plus en détail. Et donc, je vais lui passer la parole en vous rappelant que la prochaine édition des Jeudis de la FGC sera début janvier. Je n'ai plus exactement la date en tête, mais ça sera sur un sujet assez différent. Forcément, on essaie de varier au maximum la diversité des sujets. Ce sera cette fois-ci sur les performances structurelles des charpentes métalliques anciennes. C'est Anna Franz qui nous présentera les résultats de sa thèse sur ce sujet. Elle est de l'UGE. Bon, Vincent, je vous laisse la parole. Bon, merci Didier. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon. C'est bon, il faut le passer en diaporama. Voilà, Impeccable. voilà. Donc, alors, on va vous présenter donc l'opération de déplacement du monument à la gloire des combattants de la Haute-Garonne. On vous propose la présentation suivante, le sommaire suivant. Donc, un petit rappel du projet, de ses objectifs et enjeux. Vous présenter la solution variante que l'on a proposée et sur laquelle on a été retenu, et faire un focus sur la mobilisation donc, de l'ensemble de notre direction technique pour conduire cette opération. On rentrera un petit peu dans le détail du principe de prise en charge du monument et on terminera par une vidéo qui présente en accéléré un petit peu tout le déroulé de l'opération. Donc, tout d'abord, le projet. Donc, normalement, c'est Michael Massad de chez Tisséo, le maître d'ouvrage, qui aurait dû vous présenter cette partie-là. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute et vous prie de l'excuser. Donc, je vais essayer de me substituer à lui. Donc, on parle d'un monument donc, qui est très emblématique et qui se situe en plein cœur de la ville de Toulouse. Il a été construit entre les années 23 et 1928. Il est très architecturé. Il intègre des œuvres d'art telles que les hauts-reliefs là, de Reynaud qu'on voit en bas à gauche. Et il est dédié à l'héroïsme des combattants de la Haute-Garonne. Donc, si on fait un focus un petit peu sur l'ouvrage, donc vous voyez, on y reviendra et on utilisera ces termes tout au long de la présentation. Il est constitué donc de 8 colonnes, de 2 pieds droits et d'un chapiteau que l'on nomme l'attique, qui est très architecturé. Donc, ce monument, en fait, s'inscrit dans le projet de la construction de la nouvelle ligne du métro de Toulouse, la ligne C, dont vous voyez le tracé. Et on comprend la problématique de la présence de cet ouvrage quand on se rend compte qu'effectivement, la nouvelle station est directement sous l'ouvrage. Donc, sur la partie en bas à gauche, vous voyez donc une vue de dessus avec l'empreinte du monument et vous voyez la coupe donc, de la future station. Et donc, on comprend pourquoi, effectivement, la présence de cet ouvrage pose problème puisqu'il n'était pas question de construire la future station avec ce poids mort au-dessus.
Donc là, vous avez un petit peu une maquette BIM là, de la station avec justement donc, l'emplacement donc, du monument. Et donc, le maître d'ouvrage s'est trouvé donc, face à cette problématique et a imaginé avec l'équipe de maîtrise d'œuvre qu'il avait constituée, dont le mandataire était Archécite, mais également donc l'ingénierie UBC, le bureau Ecovie et l'économe Tolis, était également présent dans les discussions donc la DRAC au titre donc des monuments historiques. Et donc toute cette équipe a imaginé donc trois scénarios. Donc, le premier qui était le maintien du monument en place et la construction de la station en sous-œuvre. Le deuxième était le déplacement du monument d'un seul tenant. Et le troisième était le démontage du monument par élément, on va dire, élémentaire et le stockage sur un lieu pour permettre donc la construction de la station. Donc, la solution retenue a été le scénario donc, de déplacement d'un seul tenant, qui était donc la seule solution envisageable et qui, malgré tout, devait tenir compte de nombreuses contraintes telles que la présence de la ligne B du métro. Si vous, sur la slide que j'ai présentée précédemment, on voyait qu'il y avait le tube de la ligne B qui passait également, puisque cette future station est un croisement entre la ligne B et la ligne C. Mais également donc, les emprises de chantier du lot génie civil, les platanes environnants qui sont très emblématiques de cette place, de ces allées François Verdier. Il y a une centaine de platanes qui ont 70 ans d'âge et donc il était hors de question de les couper. Donc il fallait que le projet voilà, s'insère dans toutes ces contraintes-là et tienne compte de l'ensemble de ces contraintes. Donc, les objectifs et les enjeux, donc on en a juste recensé trois qui nous ont paru très forts. Donc, tout d'abord, la sécurisation du monument pendant son déplacement, puisque donc, il était question de le déplacer d'un seul tenant. Il fallait qu'il soit totalement sécurisé, notamment que les œuvres d'art soient sécurisées. Un autre enjeu très important a été le délai. Il faut savoir qu'entre le moment où on a été notifié de l'opération, à savoir mi-janvier, et le déplacement du monument, il ne s'est écoulé que 7 mois. Et enfin, la préservation de l'intégrité physique du monument. On y reviendra un petit peu plus tard, mais il s'agit d'un monument donc, qui est centenaire et qui était uniquement constitué donc, de pierres avec des joints secs. Et donc, il était hors de question de créer des efforts ou d'amener des déformations dans la structure au risque de la détériorer. Donc, la solution que l'on a proposée, alors tout d'abord, un petit rappel sur le DCE. Donc, le DCE, vous voyez, prévoyait juste qu'on passe une structure métallique donc, sous le monument avec en faisant une méthodologie de havage et qu'ensuite, donc, on vienne, une fois qu'on avait passé cette structure métallique, qu'on vienne soulever l'ensemble structure métallique et monument. Mais comme on le voit sur le petit dessin, vu le poids du monument qui était d'à peu près 1000 tonnes, la structure métallique allait se déformer et de fait allait également créer des déformations dans le monument. Donc, il y avait un risque de ne pas conserver l'intégrité physique du monument. Donc, la solution que l'on a proposée a été donc de venir vériner l'ouvrage par ses fondations, c'est-à-dire de conserver le schéma statique du monument en venant donc le prendre en charge par ses fondations et en transférant donc l'ensemble de ces charges sur une structure métallique de sorte à ce que ce soit elle qui se déforme et non pas le monument. Donc, tout ça est résumé sur les schémas que vous avez à l'écran. Donc, en fait, on voit qu'avec cette solution-là, les vérins intermédiaires permettent d'absorber les déformations de la structure métallique et donc de conserver l'intégrité du monument.
Donc, sur cette représentation, on voit que le transfert des charges, effectivement, nous avons imaginé le faire passer par cette charpente métallique, de sorte à conserver le schéma statique, ne pas décomprimer les joints maçonnés et ne pas créer de déformation ni ne pas générer d'efforts parasites dans la structure. Donc, pour mettre au point cette solution dans le délai imparti, donc dès le stade commercial, nous avons mobilisé l'ensemble de la direction technique de l'entreprise, à savoir le pôle méthode, le pôle structure et le pôle métal et bois. Donc, si je fais une petite synthèse des missions que l'on avait confiées dès le stade commercial à chacun. Donc, pour les méthodes, donc, les missions étaient très identifiées, à savoir donc gérer les interfaces avec les platanes pour être sûr que notre déplacement n'avait pas d'interférence géométrique avec les platanes, puisque je le rappelle, la conservation de ces platanes était une donnée d'entrée essentielle. Donc, nous avons réalisé un relevé topo et du BIM sur l'ensemble, il y a un scan 3D sur l'ensemble de la zone pour vérifier au préalable que notre solution donc, était compatible avec la préservation de ces platanes. Mais également, notre service méthode s'est chargé de concevoir l'ensemble des échafaudages et des protections du monument. Je rappelais tout à l'heure qu'un des enjeux était la sécurisation du monument pendant son déplacement. Donc, nous avons conçu toute une charpente bois à l'intérieur de l'attique, de sorte à le renforcer avant de le déplacer. Mais nous avons également conçu donc, des renforts autour des colonnes et autour des pieds droits qui, sur lesquels étaient les hauts-reliefs de Reynaud. Donc, on pourra y revenir un petit peu plus tard lors des questions-réponses, mais voilà, donc j'ai fait quelques slides pour illustrer chacune de ces 8 missions que l'on avait confiées aux méthodes. Donc, vous voyez un petit peu comment on avait anticipé et appréhendé les interfaces et la présence des platanes lors du déplacement. Donc, rien n'avait été laissé au hasard. Nous avons également conçu le profil à long pour le déplacement avec une modélisation du TN depuis le scan 3D, de sorte à vérifier que voilà, il n'y avait pas de problème de pente ni de portance. Nous avons conçu toute une charpente bois qui est venue contreventer l'intérieur de l'attique. Donc tout ça ne se voyait pas de l'extérieur, mais toutes ces prestations-là ont été réalisées et ont été réceptionnées par notre service méthode. Nous avons également contreventé les colonnes donc par du bois et des cerclages métalliques. Nous avons fait un blocage horizontal en pied, donc des bracons, et également un blocage horizontal en tête. Même s'il n'y avait pas une grande accélération ni un grand freinage, il fallait malgré tout bloquer horizontalement et le pied et la tête du monument. Enfin, nous avons conçu également tout un échafaudage à l'intérieur de la charpente métallique, de sorte à pouvoir venir justement assembler la charpente métallique qui a été assemblée donc sur place par l'intermédiaire de 14 000 boulons, mais également venir mettre en place les cerclages et l'ensemble également de l'instrumentation qui devait nous permettre de suivre en temps réel les déplacements du monument. Enfin, voilà, nous avons également conçu, avec notre service méthode, des selles bois pour tenir et pour maintenir les œuvres d'art qui étaient sur l'attique. Alors, on a également confié une mission aux structures. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Élise, si tu…
D'accord. Donc aux structures, la première chose qu'on avait à faire, c'était de vérifier les descentes de charge du monument, parce qu'on avait une estimation des descentes de charge dans le DCE et on voulait être sûr de ce qu'on prenait en charge. Donc on a fait un modèle sur Advanced Design pour le monument et on arrivait à des descentes de charge qui étaient très similaires à celles du DCE. Donc ça a été la première mission. Ensuite, on a estimé, alors ça c'est avec le pôle métal et bois et les méthodes, toutes les charges complémentaires, donc la structure métallique, les éléments provisoires sur l'attique, les charges de socle et des longrines clouées, parce que tous ces éléments seront les éléments qui seront chargés sur les CAMAG. Donc on a fait une descente de charge globale de tout ce qui sera chargé sur les CAMAG. Alors ensuite, le système qu'on a proposé, déjà, on voulait garder le schéma statique de l'ouvrage pour pas avoir de déplacement ou de choses comme ça qui pourraient engendrer des défauts sur l'ouvrage. Donc pour ça, on a proposé une charpente métallique. Donc ça, Sophie vous la présentera après. Mais en gros, on a une charpente métallique qui vient soulever l'ensemble de l'ouvrage. Donc pour ça, en premier lieu, on a construit des longrines béton autour des fondations. Donc là, sur le schéma, vous voyez, c'est une vue en plan et une coupe en dessous. Donc les fondations de l'ouvrage, on voit bien les 8 colonnes et les 2 pieds droits. Et on vient faire donc une longrine béton autour de ces éléments-là qui fait à peu près 1 mètre de hauteur. Ensuite, dans ces longrines béton, on vient mettre des tiges de levage qui seront suspendues sur la charpente métallique. Donc les tiges de levage, elles descendent jusqu'en sous-face de longrine avec un système de platines. C'était des platines qui permettaient d'avoir une rotule pour pas créer de moments dans la longrine. Voilà. Donc après, pour liaisonner tout ça, parce que une fois qu'on va venir tirer sur les tiges de levage, il va falloir transmettre la traction aux éléments de fondation de l'ouvrage. Donc pour ça, on a proposé de faire des clous. Donc les clous, c'est ce que vous voyez en rouge. Ce sont des clous précontraints. Et donc, on lève l'ensemble de l'élément uniquement par frottement entre la fondation de l'ouvrage et la longrine béton qu'on vient de couler à côté. Ça, c'était le principe. Dans le DCE, on avait normalement du marbre sous les éléments. Donc, le marbre reprenait très bien la compression. Et en phase travaux, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du marbre, mais du béton cyclopéen. Donc, c'est des gros cailloux avec un peu de mortier. Donc, tout ça, c'était pas très. En termes de résistance béton à la compression, quand on vient tendre les clous précontraints, ça ne fonctionnait pas trop. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de venir faire des injections. Voilà, donc là, par exemple, c'est les injections qui ont été faites sous les colonnes isolées. En gros, on a fait un lit d'armature en face inférieure. Là, c'est ce qu'on voit sur la coupe. Et ensuite, on vient injecter la maçonnerie. Donc, une fois les injections faites, on a fait quelques prélèvements pour vérifier la compression qui était du coup assez bonne pour reprendre les efforts de précontrainte. Donc, tout ça, ça a été validé par essai à la compression. Ça, c'est pareil, on a fait des injections dans les zones autour des granites. Et pour les pieds droits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en gros, on est venu mettre des inserts béton armés à l'intérieur, ce qui permettait d'être sûr d'avoir la compression qui passait et du coup le frottement pour solliciter le frottement entre la longrine béton armée et les fondations. Merci Elise. Notre Sophie pour la direction métal. Oui, bonjour à tous. Donc à la direction métal et bois, on avait plusieurs missions, notamment l'étude d'exécution de l'exosquelette et les études de vérinage. Ces deux missions-là étaient avec beaucoup d'interfaces avec les méthodes et avec quelques interfaces donc avec le béton et les fondations. Concernant la charpente, donc on est reparti sur la charpente qu'on avait imaginée en phase commerciale.
Donc une charpente en treillis contreventée, contreventement en losange qui nous permettait d'avoir plus de place pour nos échafaudages et pour les circulations dans le monument. Donc on est contreventé dans toutes les directions, on est assemblé par boulonnage et qu'on a une structure assez raide. L'ensemble a été modélisé sous SCIA. On avait donc 2 phases de charpente et de modélisation qui sont assez similaires parce qu'on voit donc sur la vignette en haut à droite donc les zones d'appui donc sont en partie extérieure et dans une deuxième phase, on a dû décaler nos zones d'appui légèrement vers l'intérieur et donc en essayant d'avoir toujours un schéma statique qui changeait très peu. On a également regardé le vérinage et pour ça, on a fait un modèle pont qui est un logiciel interne développé pour les ouvrages suspendus qui fait du grand déplacement et surtout du calcul phasé, donc qui nous a permis d'avoir vraiment à tout moment du phasage les déplacements et les tensions dans les suspentes, puisque comme on le verra par la suite, donc on a piloté en pression le vérinage. Donc pour le premier vérinage, donc on avait 4 bains hydrauliques. Donc les 4 bains hydrauliques nous permettent plus de sécurité puisqu'on peut isoler une suspente plus facilement en 4 casses ou on peut mieux rééquilibrer le monument si on a un tassement différentiel ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire différents bains hydrauliques notamment. Merci, Sophie. Donc, si on regarde un petit peu donc, en détail maintenant, donc comment tous ces apports, que ce soit des méthodes, des structures et du pôle métal, donc mis bout à bout, donc comment tout ça s'interfère pour créer donc, notre solution. Donc, le principe de prise en charge, vous l'avez compris, donc, consistait donc à ne pas modifier le schéma statique et donc à soulever l'ensemble du monument par ses fondations. Voilà. Donc, on retrouve donc les sarcophages, les poutres, les longrines béton précontraintes, avec les barres de précontrainte dans les 2 directions, de sorte à être sûr de bien mobiliser par frottement l'ensemble des soubassements. Donc, les tiges qui étaient noyées dans ces longrines avec les platines donc, en partie inférieure. Et donc, dans un premier temps, on a opéré le transfert de charge du poids du monument vers la charpente métallique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la structure métallique, là, il y avait, on les voit là ici, 32 vérins qui, par palier donc, de 100 tonnes, sont venus donc, prendre en charge le monument. Donc concrètement, et même visuellement en fait, à chaque palier, le monument ne bougeait pas, mais chaque fois il perdait 10% de son poids. Donc c'est-à-dire que petit à petit, on a pris 100 tonnes du monument qu'on a transféré sur la charpente. Donc avec à chaque étape, bien évidemment, un contrôle. Il y avait une soixantaine donc, de capteurs sur et la charpente métallique et le monument pour vérifier que tout se déplaçait bien, se déformait bien comme c'était prévu. Et donc, au fur et à mesure qu'on a donc, enchaîné ces paliers donc, de vérinage, effectivement, le monument ne bougeait toujours pas. En revanche, on voyait la structure de la charpente métallique se déformer, puisque petit à petit, elle prenait le poids du monument. Et donc, ce qui fait que, arrivé à 80% de la prise en charge, on avait effectivement de la flèche sur la charpente métallique, mais le monument n'avait toujours pas décollé. Et à ce palier-là, par sécurité, on a procédé à un sciage horizontal pour être sûr qu'il n'y avait pas de connexion entre le sol et le monument. Et on a pu procéder donc au dernier palier. Et donc, même si le monument n'avait toujours pas décollé, on savait que l'ensemble de son poids était repris par la structure métallique. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu donc la situation une fois que le monument a été donc, pris en charge, que son poids a été pris en charge par la structure métallique. À ce moment-là,
on est venu donc procéder au vérinage de l'ensemble, c'est-à-dire monument et charpente métallique. Alors, la charpente métallique, elle faisait en gros 500 tonnes. Donc, tout à l'heure, j'ai indiqué que le monument, lui, faisait 1000 tonnes. Donc, l'ensemble faisait 1500 tonnes. Donc, on est venu donc, par quatre poutres camarteaux. On est venu donc disposer des vérins donc, de 200 tonnes. Donc, il y avait 2 vérins de 200 tonnes par appui. Et donc, on est venu soulever l'ensemble, charpente plus monument. Il fallait soulever l'ensemble de 1,60 m à peu près pour permettre de passer les camags en dessous, puisque c'est eux qui, in fine, allaient permettre et la rotation et le déplacement de l'ensemble. Voilà. Si on résume un petit peu le principe de cette prise en charge, donc il y a eu une première étape qui a été tout ce qui a été préparation, donc c'est-à-dire donc Élise a rappelé tout ce qui avait été réalisé sur les longues greens béton, donc la précontrainte de ces longues greens. On a également, on est venu assembler donc l'ensemble de la charpente métallique. Donc je l'ai dit, elle a été assemblée par boulonnage. Ensuite, l'étape 2 a été le transfert de charge, la prise en charge du monument par les vérins et le transfert sur la charpente métallique. Une fois qu'on était sûr que le monument ne pesait plus rien, entre guillemets, et qu'il reposait uniquement sur les 4 appuis extérieurs, là, on a pu venir procéder à l'étape donc, de levage de l'ensemble, donc d'1,60 m. Et enfin, la 4e et dernière étape, la plus spectaculaire, celle qui s'est déroulée le 31 août. On a posé l'ensemble sur les camags et on a opéré la rotation de 90 degrés et le déplacement de 35 mètres. Voilà. Donc, on a fait quelques slides là pour présenter un petit peu l'ensemble des étapes de cette prise en charge. Donc, on retrouve effectivement ce que l'on a dit, la mise en place de l'exosquelette à l'intérieur du monument. Il faut savoir que l'exosquelette ne touchait pas le monument. Le seul point de contact entre l'exosquelette et le monument était les tiges verticales qui ont permis le transfert de charge. Donc, vous voyez, donc chaque étape a été donc, clairement et précisément appréhendée. Donc, on voit là 2 vérins donc de VSL à double effet. Chacun avait une capacité de 200 tonnes. Donc, il y en a 2 autres derrière. Donc, fois 4 points. Donc, ça faisait en tout 16 vérins de 200 tonnes. Donc, ça, c'était pour l'étape de levage. Et là, on devine, vous voyez, donc les tiges qui étaient noyées dans les longues greens de béton et au-dessus donc, de cette platine, les vérins qui ont permis donc, le transfert de charge. Là. Donc là, vous voyez les vérins. C'était des vérins de capacité 100 tonnes. Il y en avait 32, 36 qui étaient disposés un petit peu partout dans l'exosquelette. Et Sophie l'a rappelé. Donc, ils étaient chacun asservis sur des bains hydrauliques donc, différents. Donc, on avait 4 bains hydrauliques. Donc, un pour les colonnes extérieures et un pour les pieds droits. Donc, avec la symétrie, ça faisait 4 bains hydrauliques, ce qui permettait de fonctionner en isopression. Vous voyez un petit peu la répartition justement de ces bains. Donc, le levage, je l'ai dit, donc, c'était par l'intermédiaire de vérins donc, de capacité de 100 tonnes, donc, avec des bracons de stabilité, puisque chaque fois qu'on soulevait, en gros, on faisait des passes de 20 cm, et donc chaque fois, on venait rajouter donc, des camarteaux avant de repartir sur le palier suivant. Voilà, donc là, c'est le fameux triangle de sustentation. Sophie, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Là, à nouveau, on est reparti sur plusieurs bains hydrauliques. Donc, 3 bains hydrauliques pour nos 4 points de levage. Ça nous permettait donc d'avoir un triangle de sustentation entre les 3 bains hydrauliques et donc d'avoir bien le centre de gravité qui avait
enfin une C'est zone, constamment dans ce triangle. voilà, une zone à l'intérieur de ce triangle. Voilà. Et donc, une fois que l'ouvrage et sa charpente a été levé de 1,60 m, donc on a pu, avec notre partenaire Sarens, donc venir glisser donc, 3 remorques donc, sous l'ensemble. Et à partir du moment où les remorques étaient en place, donc, on est venu donc, poser l'ensemble sur les remorques. Voilà. Et donc, le 31 août, on a pu réaliser donc, en direct, puisque le maître d'ouvrage avait souhaité que cette opération soit partagée avec les Toulousains. Donc, il y avait une grosse opération avec donc, beaucoup de caméras et beaucoup de communication autour. Donc, le 31 août, en présence donc, du maire et de milliers de Toulousains, on a pu pratiquer la rotation de 90 degrés, le déplacement, pour mettre le monument dans sa position donc, de chômage, entre guillemets, puisque, je ne l'ai pas dit en introduction, mais il faut bien avoir en tête qu'une fois que la station François Verdier, la nouvelle station aura été construite, dans notre contrat, il est prévu qu'on remette le monument à sa position d'origine. Voilà, donc là, la zone dans laquelle il a été amené n'est qu'une zone tampon dans laquelle il va rester pendant 3 ans. Il va faire l'objet de réhabilitation. Les statues et les œuvres d'art dessus vont faire l'objet donc de rénovation. Mais dans 3 ans, l'opération inverse de tout ce qu'on vient de vous présenter donc, sera réalisée de sorte à ce qu'il retrouve sa position d'origine. Donc, on vous propose de terminer par un petit film qui présente donc toutes les 7 mois de travaux, voilà, avec un time-lapse assez dynamique. Voilà, c'est l'assemblage de toute la charpente, les 14 000 boulons. Donc là, c'est la dalle qui va accueillir le monument pendant les 3 ans où il sera stocké avant de retrouver sa place d'origine. Le levage et le 31 août, donc, la rotation et le déplacement. Voilà.
Merci beaucoup, Vincent. Je note que vous deviez chanter un petit refrain puisqu'on n'a pas pu mettre le son du film, mais bon, ça sera pour une autre Merci fois Élise, peut-être. merci Sophie. La session est ouverte aux questions, donc n'hésitez pas à lever la main et on vous passera la parole. Moi, j'avais une première question qui concernait, donc vous n'avez pas trop parlé du sol de fondation, c'est-à-dire que quand vous avez soulevé l'ensemble monument exosquelette sur les 4 points, les 4 camarteaux, quelle était la fondation, enfin, sur quoi étaient posés les camarteaux? Est-ce qu'il y avait une préparation particulière? Oui, pardon, je vais répondre. On a fait des fondations béton armé qui permettaient de reprendre la portance parce que la portance du sol n'était pas assez bonne pour ne rien mettre. Donc, on a fait des fondations sous les camarteaux et dans la zone d'arrivée, pareil, on a fait une fondation parce qu'il y avait aussi il y a aussi des réseaux qu'il fallait ponter. Et donc ça, c'est ce qu'a présenté Vincent sur la vidéo. On a fait aussi une dalle de réception, pareil pour avoir la portance sous les vins. D'accord. Mais le sol, malgré tout, n'était pas. Enfin, voilà, on n'a pas eu besoin, et heureusement d'ailleurs, de faire des micro-pieux ou des fondations plus conséquentes. Heureusement, parce que je le disais en préambule, parmi toutes les contraintes que le maître d'ouvrage a dû intégrer dans ce projet, c'est que le sous-sol, entre le tube de la ligne B, les nombreux réseaux puisqu'on est en plein centre de ville de Toulouse. Enfin, voilà, s'il avait fallu faire des fondations un peu plus conséquentes que juste ce que disait Élise, à savoir voilà, un renforcement ponctuel et superficiel, on va dire, ça aurait été une autre affaire. Ok, merci. Je vais passer la parole à Bruno Godard qui avait une question. Oui, Bruno, c'est à toi. oui, voilà. Oui, donc je suppose que vous avez travaillé en équilibre-pression là sur des lignes de vérin, Oui, mais je suppose que vous avez fait des vérifications en déplacement des fondations lors du vérinage. Et ma question, c'était de savoir quel était le seuil de déplacement différentiel qui était à respecter pour éviter la fissuration dans le monument. enfin, moi, j'ai pas je note votre question, là, parce que j'ai pas la réponse précise à vous donner. La seule chose que je peux dire, c'est que l'ouvrage, c'est un ouvrage de poids, donc je l'ai indiqué, à savoir que c'est des pierres qui étaient posées les unes sur les autres, et donc il fallait absolument tout faire pour ne pas créer de traction dans ces joints ou de décompression de ces joints non plus. Vous voyez? Donc, Oui, euh, et donc, c'est pour ça qu'on avait équipé et la charpente métallique et le monument et l'ensemble des équipements enfin, voilà, que constituait notre solution avec des petits capteurs, donc des petits prismes qui, en temps réel, étaient relevés par un géomètre expert, de sorte à vérifier qu'à tout moment, on n'allait pas au-delà. Alors, la valeur de cette tolérance, ce Godard, je ne l'ai pas, mais je me note de vous apporter la réponse rapidement. Mais voilà, enfin, le but, c'était qu'il ne fallait pas constater de déformation ni de déplacement dans le monument. En revanche, il fallait constater des déformations de la structure métallique. Et ça, Sophie, tu pourras certainement, je crois que de mémoire, c'était une douzaine de millimètres. Il fallait que la charpente prenne une flèche, oui, puisque oui, tout à au fait. moment Alors, où on transférait les 1000 tonnes du Oui, monument oui. vers la charpente, voilà, si on n'avait pas constaté une flèche sur la charpente métallique, c'est que vraiment, voilà, il s'est passé quelque chose. Donc là, au contraire, l'absence de déplacement ou de déformation aurait été inquiétante. oui, sur la charpente, on avait une flèche théorique de moins de 8 millimètres. Et ensuite, pour ce qui est du déplacement différentiel des fondations, j'ai pas de valeur là-dessus non plus. En revanche, entre
Entre les camarteaux et les blocs de fondation dont vous a parlé Élise, on avait intercalé des poutres de répartition pour répartir sur une surface de 4 mètres carrés l'effort qui arrivait lors des phases de levage complet de la charpente, ce qui fait qu'on réduisait fortement la pression. On avait fait deux tours comme ça, enfin deux blocs de poutres de répartition, donc de 3 tonnes chacune à peu près, puisqu'elles nous gênaient ensuite lors des rotations du monument, donc on devait pouvoir les enlever rapidement. Et ensuite, quand le monument était en déplacement ou en vérinage, par contre, on surveillait le gîte et l'assiette du monument, et on avait 2 seuils d'alerte dessus. On avait un premier seuil à 0,5 degrés qui nous affichait juste une alerte. On l'a reçu une fois, et on avait un seuil d'arrêt à 0,2 degrés et on ne l'a jamais rencontré. Mais ça répond pas vraiment du coup à un tassement différentiel des fondations, puisqu'on pourrait Ouais. avoir ça pour un Bon, autre sujet. Mais en tout cas, on mais je avait dirais, certains seuils d'alerte sur le monument lui-même, parce que cela était sur le in, monument, donc. in fine, vous n'avez pas eu de fissuration qui soit apparue ou d'ouverture Non, de joint entre les pierres. non. Ok. Il y a une autre question de Monsieur Hoffman. Je vais lui ouvrir son micro. Il peut poser la question en direct. Oui, bonjour, merci. Ça marche, on m'entend? Oui. Très bien. Je me demandais, à un moment donné, vous parliez de faire un sciage horizontal sous les fondations. Et en même temps, sur l'image, je voyais les platines et les tiges de précontrainte verticale qui dépassaient. Non. Oui, je l'ai vu moi aussi. Non, non, les tiges par lesquelles on est venu prendre en charge le monument et transférer son poids sur la charpente, ces tiges-là, les platines dont parlait Élise, elles étaient noyées dans les longrines. D'accord. Elles ne dépassaient pas. Je vois l'image à laquelle vous faisiez, vous faites D'accord, allusion. donc il y avait une Moi, épaisseur de moi aussi, béton sur le supplémentaire en moment, dessous. non, non, elles ne dépassaient pas. Les D'accord. platines étaient noyées dans le béton. Très bien, merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'en vois pas dans le fil de discussion pour l'instant. Je suppose que les CAMAG là sont pas restés sur place. Le monument actuellement, il repose sur ses fondations béton et sur la dalle. Oui, oui. Effectivement, une fois qu'on a eu amené le monument dans sa position donc, de chômage, donc on avait préparé, on a vu sur la vidéo donc, le ferraillage et le bétonnage d'une dalle donc, de fondation, mais également les 4 points de vérinage qui étaient au départ des camarteaux métal sur la position de chômage, donc pendant les 3 ans où va rester le monument, là, ces calages-là étaient en béton armé. Donc en fait, une fois que le monument a été amené à sa position, on l'a vériné un petit peu, de sorte à pouvoir sortir les camags, et on l'a descendu sur ces cales, ces grosses cales, ces 4 grosses cales en béton armé. Ok, mais je ne vois pas d'autres questions. Euh, Si je Vous peux avez- peut-être C'est poser une Bruno, oui, question. vas-y. Oui, c'était, est-ce que, je dirais, au cas où il y a un flexible qui lâchait ou un vérin qui lâchait, est-ce que vous aviez une procédure pour pallier cette défaillance de vérin ou de flexible ou de pompe? Enfin, voilà. oui, oui, alors d'abord, sur la première opération donc, de prise en charge, on a utilisé un système donc, de vérinage assisté par ordinateur, donc, où il n'y avait quasiment pas de flexible hydraulique, puisque c'est le système Verso de VSL France qu'on a utilisé, et en fait, chaque centrale d'huile
être accolé au vérin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système de vérinage assisté par ordinateur Verso. Voilà, ce qui permet après d'asservir l'ensemble des vérins uniquement par des liaisons électriques. Voilà. Et puis en revanche, donc pour l'opération donc de levage donc, des 1500 tonnes donc de la structure métallique et du monument, donc là, effectivement, on avait prévu, en fait, on avait quasiment doublé tous les matériels de sorte à ce que s'il y avait un problème ou quoi, on avait chaque centrale, chaque vérin on avait prévu donc des équipements de secours en nombre. Oui, c'est pour ça que vous arriviez à 3200 tonnes à peu près au lieu Oui, des, bah des oui, parce qu'en 1600. fait, on avait 16, C'est ça. voilà, Oui, effectivement, vous avez bien fait le calcul, on avait 16 ouais, vérins ouais. de 200 tonnes, donc Mhm. voilà, on était très large. Et en plus de ça, on avait D'accord. nos vérins de 100 tonnes qu'on a utilisés pour les 2-3 premières passes, puisqu'on n'avait pas la place au démarrage de mettre les vérins de 200 tonnes double effet. Donc pour les quelques Alors, premières passes, on avait des 100 tonnes simple effet, ce qui fait que on avait en plus durable. voilà, puis on a opté pour les vérins de double effet pour des questions voilà, de gain de temps, puisqu'effectivement, ces vérins de double effet donc, rentrer, rentrer de manière beaucoup plus rapide que les vérins simple effet. Parce que même si, enfin, voilà, il a fallu monter d'1,60 m, mais voilà, par passe, donc je disais de 20 cm, mais donc à chaque fois avec tous les contrôles et les levées géomètres qui est ad Oui, hoc. c'est ça. Et du coup, sans calage de sécurité, finalement. Vous n'en avait pas besoin. Ben, finalement donc on faisait des passes, donc on calait en sécurité tous les 10 cm. C'est-à-dire que chaque Oui. 10 cm, on venait insérer donc des petits camarteaux, les petits Lego métalliques là, que vous avez vu sur la vidéo. Hein. Mhm. Et c'est l'ensemble de ces quatre, donc, parce qu'in fine, donc, on a eu donc quatre grosses masses, donc, puisqu'il y avait les camarteaux de départ, mais ensuite donc, il a fallu constituer donc, cet enchevêtrement de petits camarteaux métalliques donc, jusqu'à monter jusqu'à 1,60 m. Mais pour permettre, une fois que l'ensemble a été posé sur les camags, il a fallu en quelques heures venir retirer l'ensemble de cette installation. Et donc là, voilà, on a eu recours à de l'huile de coude. Hein. Il a fallu mobiliser beaucoup de compagnons pour que le 31 août, on a commencé à 5 heures du matin pour permettre justement de venir retirer toutes ces quatre installations métalliques. Oui. Oui, oui. Bien, bah, merci, hein, merci beaucoup pour cette présentation. Écoutez, je ne vois toujours pas d'autres questions. Donc, un grand merci Avec pour cette plaisir. présentation pour vous, Vincent, et vos collaborateurs. C'est quand même toujours assez spectaculaire. Donc, si vous êtes d'accord, on fera comme d'habitude, on mettra votre vidéo et votre diaporama. Si vous nous le faites passer en PDF, on le mettra sur notre site de manière à ce que les spectateurs et puis ceux qui n'ont pas pu être là ce soir puissent voir en replay le webinaire, comme tous les autres. Hein. Je vous rappelle que les autres webinaires de la FGC sont visibles sur le site. Et puis Didier, Euh, vous mettrez également nos coordonnées que si jamais effectivement des questions apparaissent ultérieurement, voilà, on répondra bien volontiers. Pas de problème, pas de problème. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Je crois que Benjamin a préparé un message avec les dates des prochains webinaires que voilà, vous voyez dans le chat de la. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une petite entorse début 2024. Ce n'est pas le premier jeudi, c'est le deuxième compte tenu des fêtes de fin d'année. Donc, ce premier webinaire sur la performance structurelle des charpentes métalliques anciennes. Donc, c'est une thèse qui a reçu le prix Hooper lors du dernier congrès de génie civil à Saclay. Ensuite, en février, une présentation sur les aventures ou les mésaventures du pont de Brignoud qui a dû faire face à un incendie. Et donc, il y a eu tout
arsenal de mesures, de diagnostics, de manière à voir s'il était récupérable ou pas, et avant de lancer des travaux de rénovation ou de remplacement. Ensuite, un scope sur des travaux en Norvège euh, qui sont réalisés par Eiffage. Et puis en avril, donc c'est Benjamin justement et c'est les autres co-animateurs qui présenteront l'avancement des travaux du groupe de travail sur l'éco-conception des ouvrages de génie civil. Donc, vous voyez un programme varié avec, on essaie d'aborder les sujets les plus différents possibles. Merci, merci à tous, spectateurs, et merci encore une fois à Vincent et ses collaboratrices de nous avoir présenté ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.